Bonsoir. Donc, ce soir, je vais faire mon premier cours sur une ouverture. Je vais parler de la carocane. Donc, c'est pas un gros mot. C'est l'ouverture porte simplement le nom des deux personnes qui l'ont popularisé au 19e siècle. Donc, Horatio Cane et, je sais plus, Martos Caro, quelque chose comme ça. Donc, E4, C6. Pourquoi cette ouverture? Parce qu'elle est extrêmement solide, voire je pense la réponse la plus solide face à E4. Elle est beaucoup plus simple que la sicilienne, donc je vous encourage davantage à jouer cette ouverture. Donc le but il est simple, c'est de contester le centre. De manière générale, tout ce que vous allez faire par la suite, c'est de contester le centre. Donc on a la continuation logique, pardon, excusez-moi. D'abord ça, tac, tac. À partir de là, les blancs ils suivent trois voies principales. Donc il y a la version échange, donc grosso modo prend. Donc celle-là on va pas l'étudier, vous l'étudierez si ça vous intéresse, c'est la plus simple, grosso modo. C'est pas la plus forte, c'est la plus simple, souvent elle aboutit à des nuls. Vous pouvez vous contenter de, même si vous la connaissez pas, de développer normalement vos pièces, ça devrait bien se passer. Il y a celle-là qui est un peu moins connue, on en parlera plus tard si on a le temps. Et il y a la version avance, qui est la plus connue. Des fois, vous allez avoir quelque chose du genre comme ça. Si vous connaissez pas, là, vous pouvez prendre. Ça, généralement, c'est plus solide, je préfère. Bon. Pas la peine de l'étudier si vous en faites pas votre arme principale. La version la plus connue, la version avance. Donc, là, je vais avoir 15 minutes. En bref, on pourra en parler pendant, allez, 5 heures. Je veux dire, toutes les variations, elles ont été étudiées jusqu'au 30e coup. Bon, là, on va pas, on n'est pas des grands maîtres, on va pas chercher les lignes théoriques les plus optimales qui soient. Le but, ça va être de saisir l'idée principale. Donc, on conteste le centre. Ok. Donc, on commence par ce coup assez rigolo. Donc, ça fait bizarre. Genre, on se dit, tiens, j'aurais pu venir tout de suite. Oui, mais si je viens tout de suite, le joueur blanc, il aurait jamais joué D4. Ensuite, bref. En fait, quand on dit, il aurait fait d'autres coups que là, ce schéma-là. Donc, ça commence. Là, pour introduire ce cours, je parlais d'une partie à peu près 1700 Elo sur Lichess, qui m'a semblé vraiment très intéressante à étudier pour comprendre les idées. Donc, la partie, elle a continué comme suit. Tac, tac. 5. C'est 5. Ok, c'est 3. Et là, hop. On continue de mettre la pression sur le centre. Donc là, un truc qui est assez sympa, c'est que on peut voir cette ouverture comme, comment dire, chaque pièce mineure va avoir un rôle unique. Et ce qui est assez marrant pour avoir des repères mémotechniques, vous pouvez les activer de gauche à droite, dans la majorité des cas. Je veux dire, des fois, votre adversaire va pas faire ce que vous espérez. C'est le but d'une partie d'échecs, de pas faire ce que l'autre attend. Mais là, c'est un repère qui est intéressant. On active le cavalier, on met la pression sur le centre. Ensuite, allez, hop, NF3, et là, bim, on active le fou. Tu vois, on va de gauche à droite, lui, il met la pression au centre, lui, il cloue directement ce cavalier, et indirectement remet une pression sur le centre. Parce que ce cavalier, en fait, il protège le centre. La suite. Hop, il veut déclouer. Pour l'instant, partie classique. Et E2. Et là, hop, on fait E6. Ce fou est sorti. Hop, je peux faire E6. Je libère, bam, le fou de case noire. Je remets de la pression au centre. Hop, lui, il intervient. Le roc. Roc. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, vous jouerez quoi là? Faut activer les autres pièces. Sortir le fou. Le fou, ça peut se faire. Fou prend cavalier. Ouais, effectivement, on peut le prendre vu qu'il protège cette case. On peut faire ça. Là, le joueur noir a décidé d'activer son cavalier comme ça. De revenir là. Puis éventuellement, pourquoi pas avoir un avant-poste plus tard par là. Et remettre une pression sur ce pion-là quand ce pion-là sera pris. Bref, les possibilités sont très très nombreuses.
J'en étais où? Hop, et là, première connerie du joueur blanc, il décide de faire ça pour chasser le fou. Sauf que ce fou-là, ça va pas être notre fou fort. Dire, tous nos pions vont bientôt se retrouver sur des cases blanches s'ils sont pas échangés. Lui, son seul job, c'était de mettre la pression à lui qui protégeait le centre. Donc, le joueur noir va prendre allègrement, bam, bam, bam. Et là, bim, le centre, il est fragilisé. Le centre, il est fragilisé. Tac, tac. F5. Et là, bah, il a décidé de le jouer en F5 pour ajouter de la pression là-dessus. Parce qu'il s'est dit, bon, hop, j'ai retiré ce défendeur, je mets la pression là-dessus. Et là, déjà, là, rien que là, la situation, elle n'est pas si facile à traiter pour le joueur blanc. Alors qu'il n'a pas fait d'erreur significative. C'est jouable encore pour le joueur blanc, mais c'est pénible. Donc là, le joueur blanc, pour rajouter un défendeur, a décidé de jouer fou E3. Donc bon. Il aurait... En vrai, c'est pas terrible. Le joueur noir va quand même réussir à submerger le centre. Le joueur noir va quand même réussir à submerger le centre. Il aurait mieux dû essayer de jouer au même jeu que le joueur noir a essayé de faire ça pour éliminer ce cavalier, dédoubler ses pions. Bon, ça c'est son fou fort parce que tous les pions sont sur des cases noires, mais là la pression au centre elle est à traiter immédiatement, que ce soit directement ou indirectement, mais immédiatement. Bref, il a joué ça, et là, le joueur noir fait ça, et là que peut faire le joueur blanc? Pas grand chose en fait. Déjà là le joueur blanc est perdant. Vous ferez quoi? Vous ferez ça? Parce que là, regarde, il attaque là, il remet une pression sur le centre. Tu vois, déjà le joueur noir qui a pas l'initiative, parce que c'est pas lui qui commence, là, il se retrouve à mener la danse. Là, c'est le joueur blanc qui subit. Je mettrais la reine en B3. Reine en B3? Provoquer un échange de reine et libérer la colonne A pour activer la tour. Reine en B3. Ouais, si tu prends ma reine en B3, moi je pense que j'échange tout. Hein. Je veux dire, ouais, j'ai 4 attaquants, tu peux changer ma reine si tu veux, bam, je prends avec le pion, je libère ma colonne pour la tour, je multiplie mes attaques. Non, mais je pose la reine dans le but que toi tu viennes avec ta reine et que moi je libère ma Ah oui, mais je vais pas faire ce que t'attends de moi que je fasse, tu vois. Ouais, je ferais ça. Bref, le joueur ici s'est dit que tiens, ce pion il est menacé, je peux pas le laisser. Bam. Et là, hop, on échange tout. On échange tout. Tiens, il a joué ce cavalier d'abord. Bon, pourquoi pas. Hop, il a pris avec le fou. Et là, il prend avec la dame. Et là, pareil, c'est une menace à traiter immédiatement. Je veux dire, il y a la tour en prise. Il y a la tour en prise. C'est compliqué. En plus, après, il y a le cavalier qui vient. Bref. Donc, l'échange des dames. La menace étant à traiter immédiatement. Hop. Et là, pareil, je veux dire, là, a priori, là, c'est même plus la peine de continuer la partie. Normalement, si le joueur noir il joue bien, il gagne. Donc là, il a décidé de faire reine D2 pour activer un peu ses tours, pouvoir prendre ça, reprendre ça avec autre chose qu'un pion. Donc, on a BB4, hop, le fou de case noire, il rentre en action. Hop, je mets la pression sur le cavalier. MB4, voilà. On défend le cavalier. Et là, on revient là. On met la pression là-dessus. On essaye de le défendre, bien évidemment.
Et là, le coup qui clôt la partie, c'est celui-là. Voilà. Pourquoi j'ai présenté cette partie, c'est, comment dire, ça me semble assez significatif de mettre la pression au centre. Là, le joueur blanc, il a fait des erreurs positionnelles, il a fait des erreurs, il a échangé des bonnes pièces contre des moins bonnes, mais il n'a pas fait d'erreurs flagrantes et il se retrouve dans une position complètement perdante. Là, je veux dire, le joueur noir, il peut pas en même temps, je veux dire, déjà le joueur noir, il est sur le point d'avoir 2 pions d'avance, avec des pièces super actives. Là, il peut pas bouger son cavalier, sinon la tour est en prise. Il fait pas grand chose. Voilà, là c'était la version avance. Donc moyen mémotechnique, je vais remettre les pièces. Bon, c'est pas la manière dont les grands maîtres jouent la carocane, mais c'est une bonne idée. C'est une idée qui me semble à la fois simple et applicable par tout le monde qui cherche à apprendre cette ouverture. Donc le moyen mémotechnique, mettre la pression sur le centre, clouer le cavalier là, donc mettre la pression sur le centre, protéger le centre, une fois qu'on libère ça, et ce cavalier là, à la fin vous faites un peu ce que vous voulez. Ce chemin là il est pas mal, comme vu dans la partie précédente. Donc ça c'était dans la version avance, voilà. Je pense que le tour de les grandes idées a été fait. Quand on apprend une ouverture, je pense que c'est important de connaître les pièges les plus fréquents. Pas forcément pour les jouer vous, mais pour pas que quelqu'un qui aime pas jouer contre la carocane, il abuse de votre faiblesse en faisant usage d'artifices pas très recherchés. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme piège dans les versions les plus courantes? Il y en a une qui est très piégeuse. Si quelqu'un aime pas jouer contre la carocane, il fait ça. Tac, tac. Et là, toutes les lignes, il faut faire gaffe. C'est pas gagnant pour le joueur blanc, mais il faut faire gaffe. Là, par exemple, il y a 3 manières de la jouer, là, grosso modo. Il y a le fou là, il y a le fou là. Vous pouvez directement faire le pion comme ça, hein. Vous sortez pas votre fou case blanche, mais c'est plutôt solide et vous pouvez jouer une française. On va voir la plus commune. Je crois que celle-là, c'est la plus commune. C'est celle-là. Donc, ok, très bien. On va faire ça. Donc, le joueur noir, il s'est dit, j'ai sorti mon fou de case blanche, je fais ça. On fait ça. C'est là qu'il y a un piège un peu pervers. Tiens, je vais faire un peu comme une française. Je prends. Hop. Et là, c'est le joueur blanc qui gagne. Comment? Avec la reine en A4. C'est classique. C'est classique. Premier piège. Tout le monde voit? Je récupère ce fou prochain coup. Bon, là, l'antidote, c'est de simplement soit échanger, soit trouver n'importe quoi, genre avant de pousser ça, je sais pas, vous développez votre cavalier en... Comme le fou blanc le cadeau blanc, Oui, voilà. De manière générale, dans plein de cas, le fou il va être le meilleur que le cavalier. Mais là, ça fait partie des fois où le fou de case blanche, vous pouvez l'échanger contre un cavalier sans trop de problèmes. On va refaire sur la même lignée. Cette fois, le piège il va être un peu plus pervers. Tac. Ok. Et là, bon. Ça, c'est ce que la majorité des gens à haut niveau font. Ils mettent le fou là plutôt que là. Donc là, je vais faire ça. Donc là, il y a plein de trucs. Hein, mais là, je vais faire ça. Donc là, vous faites quoi? Là, franchement, là, dans ce genre de variante, si vous connaissez pas la carocane, vous évitez d'aller là. Vous allez là directement. Vous pouvez aller là.
Mais là, vous allez vous engager sur un terrain pourri. Je prends du pion. Ok, cool, je libère la colonne pour ma tour. Et là, le joueur blanc, il va faire ça. C'est pas perdant. C'est pas perdant pour le joueur noir. Mais bon courage pour jouer cette partie. Il y a des vraies variantes qui existent comme ça. Il y a des variantes. Ouais, tu regardes bien ce que je te dis. Ça ressemble à ça. Là, tu fais ça. Comme ça, on est sûr qu'à aucun moment, il va pouvoir ouvrir la position. Il a bon courage. Putain, pour défendre ces deux pions-là, pour sortir le fou de case noire. C'est pas perdant, encore une fois. Et au niveau, c'est joué des fois, ça, par exemple. Non, je pense non, là, au niveau, ils vont fou. Ah. S'il y a une menace sur ce fou-là, ils vont en D7 tout de suite. Des fois, il peut y avoir des gens qui s'engagent là-dessus par accident. Bref. Là, c'est même pas la peine qu'on fasse tous les pièges. J'aurais pas fini. Un autre piège qui peut être tenté. Tac. Tac, tac. C'est celui-là. Donc dans ce cas-là, de manière générale, ce pion-là, si vous pouvez, vous le prenez dans la majorité des variations. Il y a des variations, c'est pas le coup optimal, mais si vous laisse le prendre, vous le prenez. Là, qu'est-ce qui se passe si par exemple je fais ça, hop, et là j'ai que des mauvaises places pour le cavalier. La meilleure place pour le cavalier, c'est là. Mais j'ai pas envie de le mettre là. Pourquoi là, c'est une mauvaise place? Maintenant, elle est où la bonne place pour le cavalier? Donc là, on se dit, bon, allez, je vais le mettre là. Pareil, hop, je fais ça. Là, vous faites quoi? Ok. Là, tu fais quoi? Allez, je sacrifie la dame, parce que je m'en fous. Prochain coup, je gagne. Mat. D'autres pièges un peu sympas. Je vais faire le tour. Hein. Si vous comptez jouer la carocane, c'est pas mal de... Pardon? Là, c'est la carotide, ouais. Allez, qu'est-ce qu'il y a de drôle encore? Il y a ça qui est joué. Donc, ok, d'accord. Ok, il me laisse un autre pion. Et là, vous jouez quoi? Ça, c'est un schéma qui devrait vous parler, parce qu'il est trouvable dans d'autres ouvertures un peu piégeuses. Là, vous faites quoi? Merci d'avoir donné cette réponse. On va prendre. Hein. En vrai, vous pouvez ne pas prendre et, je sais pas, jouer la dame, je sais pas, là, par exemple. Mais ça va retarder l'échéance, vous vous trouvez quand même dans une position pourrie. Là, je fais ça. Hop. Prochain coup, j'ai la dame. Ceux qui aiment pas la carocane, qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? J'ai tout noté. Celui-là, je l'ai fait, machin. Ah! Le mat de Réti, ça parle à quelqu'un? Il y a un joueur célèbre, Réti, je crois qu'il est mort. Hein. Il y a plein de trucs qui portent son nom, dont un mat. Et c'est un mat contre la carocane. Donc si je me souviens bien, c'est ça, ça, ça. Ouais, ça. Pardon. C'était sur cette variante. Donc je prends. Hop. Et voilà. Ça c'est la signature de cette variante.
Donc là, le jeu en noir, il a décidé qu'il avait une technique en tête. Bon, pourquoi pas. Il a fait ça, échec. Hop, je mets le fou. Hop, je récupère. Il a grand roc. Et là, l'erreur de la partie, c'est celle-là. Là, le joueur blanc a... Battant 3 coups. C'est le mat de Réti. C'est très rare. S'il est pas facile à trouver, il est pas intuitif. Le fou, Il a fait la reine. Fou G5 Fou G5 Non, ouais, faut 4. F4 ou C3. Fou G5, je prends avec la dame en échec. Et non, si non, c'est pour intermédiaire. Il y a fou C3. Fou C3. G5, ça marche pas. Non, je prends avec la dame coup en échec. Fou C3, ça mate. Fou C3 Fou C3 là Ah non, non. Ouais, non, fou C3, je prends avec le cave. Bon, après, il y a la... Ouais, non, il y a la dame, il y a la dame. Il y a la dame. Fou C3. Oui, Fou C3, je peux revenir là, en vrai. Dame D8, ça a l'air pas mal. Ensuite, fou G5. Fou G5, double échec. Non, mais le fou C3, non? On a il a fou D8, ça marche pas. Et le mat de Réti. Qui est assez cocasse. Qui est assez cocasse. Ça s'invente difficilement. Bien sûr. Bon. La séquence était celle-là. Je sacrifie la dame pour attirer le roi sur cette case. Là, c'est que des coups forcés, donc c'est plus facile à calculer. Si à un moment vous voulez mettre la misère à votre adversaire, c'est plus facile de commencer par réfléchir aux coups forcés. Là, on a un double échec. Donc je suis obligé de bouger le roi. Si le roi il va là, c'est la tour, c'est mat. Et là, je vais là. Hop. Le fou, il couvre ces cases-là. La tour couvre ces cases-là. Et rien peut prendre le fou. C'est beau de sacrifier ça. Ah, je suis d'accord. Mais je pense que c'est pas pour rien que juste ce mat-là porte le nom du mat de Réti. Je vais faire un dernier piège pour la carocane. Après, je vais montrer quelques positions en bonus que je trouve super belles. Et après, ce sera la fin. Un dernier piège pour la carocane, le plus classique. Donc, tac, 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 tac. Allez, hop. Tac. Tac. Hop. C'est quoi la menace là? Est-ce que je peux faire ce coup de développement naturel ici? Et ouais. C'est mat. Par contre, ce qui peut être fait, c'est ça. Et ce coup-là, en fait, il est même plutôt sympa. Parce que, par exemple, imaginons, je sais pas, le joueur noir, il décide de faire un coup de développement normal. Hop. Genre là, je prends. Moi, j'aime bien faire ça. Je prends, il prend avec la dame. Et là, je ressors le cavalier. Là, je respire un peu. Et il est obligé de bouger sa dame. Et là, j'ai l'initiative. Ça donne une partie sympa. Pas trop mal. Voilà. Je pense avoir couvert la majorité des pièges les plus courants. Là, donc, en revanche, la carocane, c'est une ouverture très solide. Elle n'est pas faite pour piéger. Mais il y a des pièges. Il y a des pièges que je trouve très beaux, d'ailleurs. Où on peut piéger le joueur blanc. Je vais montrer quelques parties. Non, je vais en montrer qu'une et ce sera la fin. On a déjà bien fait le tour, il y a déjà beaucoup d'informations assimilées. Donc, la plus belle.
Celle-là est pas mal du tout. E4, C6. Donc là, joueur blanc peut décider de faire ça, hein. Ça arrive. Dans ce cas, vous continuez votre plan. Tac, tac, ces deux pions ils s'échangent. Joueur blanc, il veut faire son malin. Il fait ça. Hop, on fait ça. Donc ça déjà, c'est un coup pas terrible en fait. On prend... Hop. Hop. Donc là, le joueur blanc, il pense pouvoir faire ça. Et là, on fait un coup plutôt sympa. Ouais, là, on vise pas mal de cases faibles quand même. On vise pas mal de cases faibles. Donc, hop, C4. Donc, la suite logique, hein. Et là, comment dire, bon, là déjà, je sais pas si ça paraît évident à tout le monde, mais le joueur noir a déjà clairement un meilleur jeu. Et là, on a le coup rigolo, tac, oh, un cavalier, tac, tac, et là, la position magnifique. Donc là, j'ai exprès pris un piège où c'est pas un gain matériel, mais positionnel. Là, le joueur, sans déconner, le joueur blanc, il fait quoi, là? Il peut plus rien faire du tout. Il sort aucune de ses pièces. C'est pas mal, hein? Voilà. Donc, pour conclure mon cours sur la Caro-Kann, je vais dire que une grande force, quand on essaye de faire son répertoire, c'est que c'est quelque chose qui est jouable contre tout. Contre tout. Bon, c'est... Généralement, les positions de la Caro-Kann, elles se voient contre E4, mais ça peut être joué contre... Ça peut être joué contre C4. Même là, bon... là, contre ça, vous pouvez faire C6. Hein. Bon, généralement, les joueurs du pion dame, ils vont pas jouer E4 après, ils vont surtout jouer ça. Et là, vous tombez contre une slave. C'est pas du tout la même théorie, c'est pas la même dynamique. Bon, c'est pas grave. Si vous faites votre répertoire, vous pouvez vous contenter de faire ça contre un peu tout. Bon, le but de ça, c'est de pousser des 5 après, donc j'ai envie de dire, contre ça, autant jouer ça tout de suite. Hein. Et pareil, si vous êtes joueur blanc, vous pouvez jouer ça. Ça s'appelle pas la Caro-Kann, ça s'appelle l'ouverture Saragosse. C'est une ville en Espagne. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens à Saragosse qui jouaient ça. Là, on peut très bien tomber, je sais pas, contre des trucs... Même, il y a des ouvertures un peu... Si vous voulez surprendre des joueurs qui sont forts en théorie, vous pouvez faire des trucs un peu exotiques, comme ça, tac, hop, échec, pourquoi pas, bim, et... Non, pardon, excusez-moi. J'ai paniqué, par exemple, imaginons, tac, tac, vous pouvez faire une sorte d'ouverture un peu chelou comme ça, hop, échec, tac, tac, vous pouvez faire une scandinave bizarre, il y a plein, les possibilités sont vraiment énormes. C'est pas particulièrement bon, mais ça peut être surprenant en blitz, contre des joueurs qui connaissent pas, qui sont pas familiers avec ce genre de situation. Voilà.